Cet épisode possède une partie interview, grâce au soutien de Futuroscope Experience. Merci à l'équipe du Futuroscope pour l'accueil et bonne écoute. Agent Morel, émission Atlas pour compte rendu. Répondez. Benjamin, vous me recevez ? Ici Benjamin, agent Morel, RAS. Tout est calme dans les environs de l'île où nous nous situons. Nous devrions pouvoir partir dans quelques instants avec le reste de l'équipe. Bien reçu. En attente de votre départ. Terminé. Ah, bonjour. Vous voilà. Bienvenue dans le 20e épisode d'Histoire d'attraction. Et puis, bienvenue dans l'équipe de la mission Atlas. Nous n'allons pas tarder à partir en expédition. Mais avant ça, nous allons faire un petit récap. Venez. Voilà le topo. Un de nos scientifiques a découvert un phénomène très particulier au cœur du territoire du Triangle des Bermudes. De nombreux champs magnétiques qui pourraient créer des failles temporelles. L'idée, c'est de s'y rendre pour comprendre ce qu'il se passe. C'est plutôt simple, mais dans l'exécution, ça risque de l'être beaucoup moins. Vous l'imaginez sûrement, mais le Triangle des Bermudes est connu pour être une zone très hostile. Trop peu explorée pour que l'on soit sûr d'où on met les pieds. Il va falloir que nous soyons très vigilants, tout en gardant notre sang-froid. Une aventure digne des nouvelles ambitions du Futuroscope, n'est-ce pas ? Car oui, toute cette histoire décore sa grande nouveauté 2025, Mission Bermude. Une attraction à la technologie inédite où le Futuroscope a poussé encore plus loin son ambition dans la thématisation. Mais comment le parc en est arrivé à ouvrir une telle attraction ? Eh bien, avant que nous partions en expédition, laissez-moi vous expliquer. Nous sommes en 2022. Le Futuroscope ouvre au public sa nouvelle grande attraction, qui a été l'élément principal de l'épisode 6 du podcast, Chasseur de tornades. Même si cette nouveauté reprend certaines techniques classiques que le parc emploie depuis des années, comme la présence d'écrans et de sièges en mouvement, celle-ci participe à la nouvelle ligne directrice majeure que le Futuroscope emprunte pour prendre un second souffle, grâce à des technologies innovantes et une créativité ambitieuse au service de mise en scène qui vont au-delà de la simple utilisation d'images diffusées. Avec le temps, l'idée du parc n'est plus forcément de créer des attractions qui dépendent totalement de l'image, mais des expériences innovantes aux technologies inédites et diverses qui n'ont jamais été faites nulle part ailleurs. Souvent en prenant des risques, cherchant des nouveaux prototypes, et c'est très clairement ce que le Futuroscope s'apprête à faire pour sa nouveauté, qui sortira 3 ans plus tard. Cette nouveauté, c'est le sujet de cet épisode, mais avant tout la volonté pour le Futuroscope de créer une grande attraction aquatique. Et comme mentionné auparavant, il n'est pas vraiment question pour le parc de créer une attraction d'un genre que l'on connaît déjà. Pas de bûche, comme on pourrait souvent nommer, pas de bateau faisant 2 grandes descentes, pas de bouée, rafting ou encore de water coaster classique mélangeant alors montagne russe et splash, mais une sorte de mélange de tout cela, sûrement. Et pour ce faire, le parc va s'orienter vers une entreprise allemande de conception d'attractions que j'avais déjà mentionnée durant l'épisode 4, Mack Rides. La société gérée par la famille qui s'occupe également d'Europa Park propose au Futuroscope un type d'attraction aquatique inédit, un prototype nommé le Rocking Boat. Une montagne russe dont les rails peuvent être submergés dans un plan d'eau, en ressortir à plusieurs reprises, avec un système de propulsion à aimant nommé LIM permettant de faire avancer ou reculer un wagon. Mais justement, le wagon prenant la forme d'un bateau possède une technologie bien particulière. Grâce au dispositif articulé, reliant son châssis raccroché au rail et sa barque où sont situés les passagers, le véhicule peut se métamorphoser. Lorsqu'il franchit des rails hors de l'eau, celui-ci est un simple véhicule de roller coaster, pouvant faire des virages ou encore des descentes. Mais quand il atteint des rails submergés dans l'eau, la barque flotte et dépend un peu moins du châssis grâce au dispositif articulé qui se déforme. Cette technologie permet alors au bateau de pouvoir suivre le rail submergé tout en pouvant tanguer librement dans une eau plus ou moins agitée, faire aussi des virages plus serrés qu'à l'accoutumée. Un système mélangeant plusieurs types d'attractions conçues auparavant, mais qui offre alors une diversité de parcours incroyable et inédite au Futuroscope. Immersion dans un plan d'eau, marche arrière, remontée à la surface, plongée dans des eaux vives, grande descente en montagne russe, ascenseur, une aubaine pour le parc sur les sensations, mais aussi et surtout sur le storytelling. Et d'ailleurs,
le parc décide d'axer la thématique de l'attraction sur l'une des zones maritimes les plus mystérieuses du monde, le Triangle des Bermudes. Une région située dans l'océan Atlantique, à l'origine de nombreuses croyances, craintes et imaginations, le lieu étant réputé pour être un secteur maritime de nombreux crashs d'avions et de bateaux. Une mission scientifique au cœur de cet endroit mystique, c'est clairement quelque chose qui pourrait marcher pour un nouveau modèle d'attraction qui est le Rocking Boat au Futuroscope. En mettant une ambition particulièrement forte sur l'immersion et la décoration, le Futuroscope décide alors de nommer cette nouvelle expérience Mission Bermude. Ah, Mission Bermude. Un projet qui semble suivre le même souffle nouveau du parc que Chasseurs de Tornades. Mais cette fois, dans cet épisode sur le Futuroscope, j'aimerais vous proposer que l'on se penche plutôt sur un sujet en particulier. Comment se déroule la direction artistique d'une attraction comme Mission Bermude ? Comment conjuguer la conception d'une attraction aussi spéciale, inédite, immense, avec toute la décoration ambitieuse qui l'habille ? Eh bien, pour y répondre, je vous propose que nous rentrions en contact avec le directeur de création du Futuroscope et donc de Mission Bermude, Olivier Héral. Alors, juste un petit instant que j'arrive à me mettre sur la bonne fréquence. Monsieur Héral, vous me recevez ? Mission Atlas, ici Olivier Héral de Futuroscope. Je vous reçois 5 sur 5. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. C'est l'occasion pour nous de parler de la direction artistique de Mission Bermude. Mais commençons par le tout début. Même si vous commencez à avoir une grande carrière au Futuroscope, est-ce qu'il serait possible de vous présenter en quelques mots ? Ça va faire un peu plus de 20 ans que je suis au Futuroscope en tant que directeur de création et j'ai en charge tout ce qui est développement des nouvelles attractions, surtout sur la partie concept, histoire, la promesse, l'expérience et ensuite j'ai aussi un champ un peu plus large sur tout ce qui est aménagement sur le parc, mais ça peut être aussi l'aménagement des restaurants, des boutiques. On va dire tout ce qui est en contact avec le visiteur passe par ici à un moment pour être en cohérence et avoir une ligne éditoriale et une ligne artistique commune. Donc voilà, c'est un territoire assez large et évidemment on est fait sur les attractions qu'on appelle majeures comme Mission Bermude. Ok, ça marche. Et donc du coup justement Mission Bermude, c'est une attraction qui j'imagine très 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 importante dans l'histoire de vos créations. C'est une immense attraction qui prend une grande place dans le parc. Et j'aurais une première question déjà pour commencer toutes mes interrogations, c'est d'où est venue exactement l'idée de thématiser cette attraction sur le Triangle des Bermudes ? On a toujours eu au Futuroscope un intérêt assez passionné sur les sujets qui intéressent à la fois les sciences et tout ce qui peut être, on va dire, les fictions. Et s'il y a un sujet qui associe bien les phénomènes scientifiques, qu'est-ce qui a pu se passer, et à la fois ce sujet a aussi motivé tous les créateurs de films, de livres. Il y a eu énormément de productions autour de ce mystère du Triangle des Bermudes, et du coup on a trouvé ça intéressant dans le sens où on portait sur un sujet qui avait intéressé les scientifiques. Il y a énormément de scénarios, d'explications de pourquoi ce mystère des Bermudes, avec des scénarios de scientifiques qui cherchent à expliquer tout simplement ce qui s'est passé. Et du coup, on a trouvé que c'était un sujet intéressant pour une attraction dans lequel il y avait de l'aquatique. Donc ça nous permettait de nous apporter aussi d'apporter ce thème. On savait qu'on allait faire une attraction aquatique et on voulait quand même lui donner être fidèle à l'ADN du Futuroscope, c'est-à-dire d'avoir un sujet sur lequel on puisse s'amuser et à la fois avoir un regard scientifique et un regard de fiction, la science-fiction. Voilà. Ça marche, ok. Donc du coup, la deuxième question que j'avais, et une des plus importantes, c'est comment s'est passée la conjugaison entre la direction artistique de l'attraction et la conception technique de Mission Bermude, qui est quand même une attraction qui est ultra complexe, qui est un prototype. Ça a dû être vraiment un énorme jonglage entre les différentes équipes. Oui, alors si je remonte un petit peu en arrière, au tout début de cette nouvelle attraction, un fabricant nous contacte pour nous parler d'un nouveau dispositif qu'il est en train de mettre au point. Il faut savoir que dans l'univers des fabricants
d'attractions, ils sont pas si nombreux, ils sont un peu partout dans le monde, on a cette image d'aimer les innovations. Donc souvent, quand on a un fabricant qui vient de mettre quelque chose au point, on est l'un des premiers à être contacté pour dire « j'ai un nouveau concept, très innovant, je pense que ça pourrait intéresser le Futuroscope ». Et du coup, tout commence par un voyage qu'on va faire en Allemagne, et on va tester une expérience dans un bassin qui fait 10 mètres par 10, un bateau, et on voit que ce nouveau concept de bateau qui est tracté sous l'eau, on se rend compte du potentiel que ça peut avoir. Donc déjà, on a un des ingrédients qui est la technique, même si ça n'a jamais été développé. Et ce qu'on vient d'essayer, c'est un prototype. Donc là, on était en 2018, c'est-à-dire il y a 6 ans avant de livrer l'attraction. C'était dans les locaux de MacRide. MacRide en Allemagne, et en effet, c'est sur ce bassin test, derrière un hangar, qu'on explore cette première sensation. Et on se dit, en termes de sensation, ça marche. Donc après, il va falloir assez vite se dire que ce concept-là, il va falloir lui attacher une promesse, une histoire, parce nous, par principe, on ne met pas juste un moyen technique en disant aux visiteurs allez dedans et amusez-vous. Ce qui nous importe, c'est aussi de créer tout un environnement, un univers thématisé, une histoire, et c'est là où, en explorant, on va vite se rendre compte que sur le sujet des Bermudes, il y a un vrai potentiel. Et on va faire le parti pris de raconter une histoire, donc d'inventer une équipe, Atlas, fait de chercheurs, des sortes d'équipes de scientifiques un peu mercenaires qui cherchent à explorer des mystères et de mettre à jour des mystères. Et du coup, on va créer tout un univers, on va créer des personnages, on va créer forcément toute une file thématisée qui va raconter cette histoire tout au long de l'expérience pour les visiteurs. Et c'est ensuite, en effet, qu'on va, tout au long du développement, coller cette histoire au dispositif technique. Et chaque élément que le dispositif technique impose ou permet, on va essayer de le rendre cohérent avec cette histoire. Donc, que ça soit la partie des rapides, la partie de choses mystérieuses. Ce qui était intéressant aussi, il y a un des points qui est un point fort au Futuroscope, c'est les effets spéciaux. C'est-à-dire comment, dans une expérience, on dynamise le ressenti par des effets spéciaux. Ça peut être des explosions, ça peut être des jeux d'eau, ça peut être de la brume, des brouillards, des chocs électriques. Donc tout ça va venir coller à cette envie de parler de Bermudes, parce qu'on a de ce mystère des Bermudes, parce qu'on a en effet plein de phénomènes mystérieux à mettre en œuvre. Et c'est ce qui va se passer, et on va, tout au long de cette histoire, essayer de ponctuer l'expérience par ces phénomènes mystérieux. Ok, ça marche. Et du coup, vous avez travaillé avec plein d'entreprises différentes Ouais. Du coup, ça a été vraiment, j'imagine, toute une orchestration aussi. Oui, alors s'il y a un point commun entre tous les projets, c'est que ça commence au début avec une toute petite équipe. Donc là, la réflexion, on est 4-5 du Futuroscope, entre des personnes qui vont être beaucoup plus techniciens, ingénieurs, de notre côté plus artistique, et on va essayer déjà de modéliser l'expérience telle qu'on la souhaiterait. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancée, en effet, on va densifier les équipes qui vont venir nous rejoindre. Il faut savoir que quand on fait une attraction, c'est l'un des rares projets qui associe autant de métiers différents. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les métiers du bâtiment, on va avoir tous les métiers de technique, des ingénieurs, mais on va aussi avoir, dans notre cas, une production de médias à faire, une équipe de tournage à organiser. Donc, au fur et à mesure de l'avancée, on se rend compte qu'en effet, les équipes grossissent. On a aujourd'hui la chance, par expérience, d'avoir des compétences avec lesquelles on travaille régulièrement, et dans chaque domaine, on sait vers qui se tourner pour apporter, que ce soit de la production de vidéos, que ce soit pour des effets spéciaux, la décoration, voilà, on a vraiment ces possibilités tout autour de nous, et on va dire qu'on commence à 5, et au maximum du chantier, on était peut-être 200. Voilà, donc, vous faites une sorte de carnet d'adresses un peu. Ouais, c'est important parce que on construit toujours des prototypes.
Oui. Donc là, on fait jamais 2 fois la même attraction, et tout ce qu'on va mettre en place n'existe pas. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des liens et des interlocuteurs qui connaissent bien notre spécificité, avec qui on a confiance et avec qui on s'entend pour vraiment matérialiser cette promesse. On va rentrer peut-être un peu plus dans les détails de la conception, et on a un peu parlé de ce jonglage, etc., de jouer en fonction de la technique et d'adapter le storytelling avec. Est-ce qu'il y a eu des contraintes d'espace et de budget artistique au vu d'une telle ambition sur cette attraction? Et si oui, comment avez-vous trouvé des solutions par rapport à ça? Alors il y a toujours des contraintes. Dans un projet, il y a toujours des contraintes. Ce sont souvent des contraintes d'espace. Donc ça, on savait dès le départ que l'espace sur lequel on voulait s'implanter était délimité et c'était une contrainte. Mais je dirais que quand on est dans le master planning, c'est-à-dire la vision globale du parc, on essaie toujours aussi de positionner nos attractions par rapport au futur flux des visiteurs. Donc on avait identifié le lieu. On faisait avec, on savait que c'était une contrainte, mais quelque part c'est un point de départ tout à fait possible et qui nous a pas été une contrainte difficile en termes d'histoire, puisqu'on le connaissait très en amont. Les contraintes budgétaires sont une deuxième contrainte, et ça c'est peut-être plus difficile à gérer parce que c'est souvent des contraintes qui arrivent après la phase de création, c'est-à-dire qu'on a une volonté créative, on a le scénario très précis, on l'a représenté, on a fait nos planches de représentation et tout ça, et on va passer à la phase d'estimation budgétaire, et c'est à ces moments-là qu'on se retrouve avec, en général, je vais même dire tout le temps, un budget qui est au-delà de ce qu'on avait espéré, et du coup va commencer un travail de cost to design, c'est-à-dire à un moment on va mettre le budget là où le design est important, là où la promesse est importante, là où l'histoire, et on va faire des sacrifices ou des arbitrages progressifs sur un certain nombre de choses. Voilà, il y a quelques éléments qu'on n'a pas fait parce que c'était hors budget, et pour autant à chaque étape on a quand même cette liberté de se dire ça on pourra pas le supprimer, et je vais prendre même l'exemple de Bermude, c'est tout à fait intéressant. On a fait un test, la partie des rapides, donc la partie la plus dynamique du parcours, qui est incroyable pareil, qui est vraiment qui nous fait vraiment ressentir, c'était vraiment le plus produit de ce système. On fait un test et on se rend compte, le premier test, on se rend compte que sur 50 mètres, ça sera trop rapide. C'est-à-dire qu'on va à peine commencer les rapides, on va sortir des rapides et on n'aura pas eu un bénéfice suffisant. Et là, on va sortir de notre budget pour rajouter 50 mètres supplémentaires et faire de cette section de rapide une section de 100 mètres, et c'est un arbitrage qu'on a fait qui était donc pour le coup là hors budget, mais qui était un élément tellement important de l'expérience visiteur qu'on l'a rajouté. Donc les arbitrages ils se font en effet sur les budgets, mais des fois aussi ils se font sur la promesse de l'expérience parce qu'on considère que c'est un point fort de cette immersion. D'accord. Et justement, je voulais rebondir sur quelque chose par rapport à la contrainte d'espace. La file d'attente, elle évolue vraiment au fil du décor de Mission Bermude, au-dessus de l'attraction de Mission Bermude, parce que Mission Bermude, c'est un style d'attraction qui prend beaucoup de place. Ouais. Est-ce qu'il y a eu vraiment des techniques pour essayer d'imaginer cette file d'attente pour qu'elle puisse essayer de s'immerger au mieux dans la décoration de Mission Bermude, ça ne fasse pas trop tâche à l'immersion dans l'attraction? Alors c'est vrai que ce qu'on va prioriser, c'est ce qu'on appelle le main show, le cœur de l'expérience, et on va en découler un pré-show. La file d'attente, c'est un espace nécessaire qui va permettre en effet aux visiteurs d'attendre dans de bonnes conditions. Et c'est aussi pour ça que dans nos files d'attente, on met régulièrement des contenus de façon à rendre ce temps plus agréable. Dans la configuration de Bermude,
on l'a un peu, c'est un peu la conséquence, la file d'attente. On sait que notre espace a été bien mis en place pour l'expérience Le Men Show. Donc on va ensuite voir comment on peut construire cette file d'attente tout en n'étant pas en rupture. Et à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit passer là, au-dessus de l'attraction ? Il y a deux approches. Soit la file d'attente va rester un moment où on va tout cacher du main show pour créer cet effet waouh de surprise quand on rentre dans le main show. Là, on est sur une attraction plein air où on peut pas tout cacher. Donc on va s'amuser avec, c'est-à-dire qu'on va passer au-dessus du parcours. Ça a aussi une fonction intéressante, c'est que les gens, puisqu'ils savent ce qu'ils vont faire, vont commencer à se projeter aussi dans l'expérience en disant waouh, on va faire ça, t'as vu la descente, t'as vu tout ça, et ça participe à la montée, à l'attente, et dans ce cas-là, on a préféré vraiment s'amuser avec cette file d'attente pour que on ait des points de vue et qu'on ait cette montée d'adrénaline avant de monter à bord. Ouais. De voir la montée de l'ascenseur. Exactement, tout ça, c'est des objets, c'est des choses intéressantes à regarder. Et puis, moi, j'aime bien faire cette file d'attente parce que je vois les gens qui commencent à échanger en disant oh, mais toi, tu vas jamais pouvoir faire ça. Et du coup, ça crée une concentration de notre public sur ce qu'ils vont faire, et c'était souhaité. D'accord, ok, ça marche. Et justement, en parlant de cette file d'attente, on apprend l'histoire qui fait vivre l'attraction où le spectateur est emmené dans une mission pour récupérer 3 explorateurs qui ont disparu dans les Bermudes alors qu'ils tentaient d'y percer les mystères. Quand et comment a été pensée cette histoire ? Alors il y avait deux volontés. Il y avait une première partie de la file d'attente raconte des vrais phénomènes qui se sont passés dans le triangle des Bermudes. C'est-à-dire qu'on voulait, il y a une partie du public qui est peut-être pas familier avec ce triangle des Bermudes, donc on a une première partie de la file d'attente où on raconte les vrais faits disparitions. Alors il y en a eu, je crois, plus de 150 sur le dernier siècle dans le triangle des Bermudes. Nous, on avait pris 5 histoires qu'on a mis en scène en disant voilà ce qui s'est passé dans le triangle des Bermudes. Ça, c'est des faits. Et pour autant, après, on voulait passer de ces faits, on voulait passer à une histoire. Et c'est pour ça qu'on a construit cette histoire autour de ce fameux triangle des Bermudes. Et pour impliquer plus le public dans cette histoire, on a créé une société, Atlas, on a identifié des personnages. Et on voulait, comme c'est une file d'attente où on avance de façon continue, puisque les bateaux partent toutes les minutes, donc on avance continuellement. C'était important pour nous aussi de trouver une façon de raconter à travers un média quelque chose qui soit simple à faire. Et c'est pour ça qu'on est parti d'un parti pris qui marche très bien d'ailleurs même au cinéma, c'est le parti pris on a retrouvé c'est ce qu'on appelle le found footage, on a trouvé des séquences enregistrées et à travers ces séquences on essaie de reconstituer l'histoire de leur disparition, et c'est comme ça que d'étape en étape on a 5 ou 6 endroits où on monte ces found footage qui racontent les disparitions mystérieuses, et ça permet aussi de structurer une promesse, c'est-à-dire de dire à nos visiteurs préparez-vous à partir en expédition. Voilà, il y a quelque chose d'un peu excitant dans cette idée de se dire bon, ça va être à notre tour d'y aller, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, ça a été fait avec Five Motion, si je me trompe pas, cette partie-là. Tout à fait. La partie audiovisuelle. Voilà, on parlait tout à l'heure de la fidélité qu'on peut avoir avec certains partenaires. C'est vrai que Five Motion, c'est François Xavier avec qui on avait déjà travaillé sur Chasseurs de tornades. On avait déjà travaillé avec lui sur Les Lapins Crétins. C'est vraiment quelqu'un qui comprend la production d'un média dédié à un dispositif. C'est-à-dire que nous, on a la particularité, c'est de raconter une histoire en même temps qu'on fait quelque chose. Donc ça veut dire que les écrans sont pas dans une salle de cinéma avec des sièges, mais ils sont dans une déambulation, ils sont dans un dispositif, et c'est pas du tout la même narration, puisque souvent on est dans raconter quelque chose et en s'adressant directement aux visiteurs et en les impliquant dans cette histoire. Donc voilà, oui, on a travaillé sur tous ces médias avec un tournage qui était très sympa, où on s'est beaucoup amusé aussi pendant toute cette séquence. Ça marche. Et du coup, ça a été la réalisation de ce storytelling-là en particulier du film, ça a été notamment fait vers la finalisation de l'attraction. Alors oui, si on considère la période de tournage, ça devait être 1 an
peu près avant la fin, avant la mise en service de l'attraction. D'accord. Oui, alors c'est vrai qu'on avait aussi la contrainte, c'est qu'il y a une partie de ce qu'on voit dans la file d'attente, on voulait qu'elle soit tournée dans la file d'attente. C'est-à-dire les décors de la file d'attente étaient tournés là. Donc il fallait qu'on ait suffisamment avancé la file d'attente pour créer le décor de ce tournage. Et c'est sympa parce que du coup les gens se repèrent aussi. Dire, ah bah oui, la vidéo qu'on voit c'est celle qu'ils ont trouvée juste à côté. En effet, on reconnaît le buggy qui est derrière, on reconnaît tout ça. Vous êtes adapté en fonction de l'environnement qui avait été. Et ça, voilà, chaque tournage, chaque attraction a ses spécificités. Là, on était sur un tournage un peu au dernier moment pour pouvoir justement intégrer un certain nombre de choses qui étaient déjà dans la construction de l'attraction. Parce que l'idée c'était déjà de laisser un peu toutes les contraintes artistiques qui s'étaient créées peut-être au fil de la création et ensuite vraiment peaufiner tout ce storytelling et cette réalisation à la fin. Alors c'est vrai que cette attraction, c'est tout à fait ça, elle était tellement chargée de contraintes. Il faut savoir que Bermude c'est certainement un assemblage technique des plus complexes. C'est-à-dire qu'on a dans la même attraction, on a une attraction aquatique, donc ce qu'on appelle un water coaster. On a un grand 8, un roller coaster, et on a un ascenseur au milieu. Et tout ça doit être parfaitement synchronisé. Donc nous, en termes de création, pour mettre en scène cette histoire, on s'est mis un peu en retrait par rapport à l'obligation déjà de faire fonctionner l'ensemble et de se poser après. Alors il y a tout un travail de design de décor qui avait été anticipé, mais vraiment on s'est laissé une souplesse pour s'adapter à ce que permettait le dispositif. Et la première fois qu'on essaye cette attraction, en effet, on se dit ah bah oui, mais là ça serait bien d'amplifier. On a un son embarqué dans le bateau, donc on a réenregistré la voix en disant là il faut amplifier la surprise, il faut absolument qu'on dise regardez à droite si on veut que les gens voient l'effet. Donc on guide aussi après. C'est une avancée vraiment en parallèle, technique et histoire, pour que vraiment à un moment on ait guidé nos visiteurs à voir ce qu'on souhaitait qu'ils voient. Bien sûr, ok, ça marche. Eh bien, du coup, c'était super intéressant en tout cas de voir à quel point c'est un énorme challenge de créer une telle attraction d'un point de vue artistique et tout ça, toutes les contraintes et tout. Et on voit aussi l'ambition artistique du Futuroscope avec cette attraction Mission Bermude d'aller encore plus loin dans l'immersion, dans la décoration. C'est sûrement l'attraction la plus ambitieuse peut-être du parc en termes de décoration, qui répond vraiment à la direction que prend le Futuroscope de miser beaucoup sur l'immersion. Est-ce que c'est quelque chose, je suis un petit peu curieux, est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre pour la suite? Le parc va-t-il aller encore plus loin dans l'innovation et l'immersion pour de potentielles futures grandes nouveautés? Oui, alors je dirais que c'est en effet notre vision de développement aujourd'hui pour le Futuroscope. Les premières attractions où on a commencé à vraiment être dans une immersion d'histoire, ça a été Arthur, les lapins crétins, et depuis on s'est complètement identifié à ça, à tel point qu'on en est devenu un modèle. C'est assez intéressant parce que on a reçu des prix internationaux sur justement cette façon dont on avait à faire ce qu'on appelle le story living, c'est-à-dire comment on ne raconte pas une histoire mais comment on la fait vivre. Et ça passe par des mises en situation de décor, passe par des univers, passe par des histoires, et évidemment on a cette envie et je dirais que chaque nouveau défi est un nouveau challenge pour nous, d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus encore en immersion dans cet effet waouh, de surprendre. Je pense que au Futuroscope on a la particularité de pouvoir faire des promesses à nos visiteurs, de vivre plusieurs vies dans une expérience, dans une journée de Futuroscope. On va les emmener à être aussi petits qu'un Minimoys dans Arthur et les Minimoys. On va les faire voyager dans le temps avec les lapins crétins. On va leur faire un tour du monde
avec l'extraordinaire voyage, ou aller au cœur d'une tornade. Donc tout ça participe en effet à ce que la promesse d'une journée sur le Futuroscope soit remplie de plein d'expériences, de plein d'aventures, et on continuera dans cette voie-là. Et concernant votre question sur l'innovation, évidemment, on est en écoute permanente de ce qui peut se passer. On voit qu'aujourd'hui il y a des gros challenges sur la robotique, sur l'intelligence artificielle. On suit ça de très près parce qu'on sait aussi que c'est potentiellement des accélérateurs demain d'immersion et de surprendre nos visiteurs grâce à ces nouvelles technologies. Donc oui, on est vraiment dans cette voie-là. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, la technologie est un moyen pour aller plus loin dans le pouvoir de nos histoires et le pouvoir de nos promesses. Et du coup, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. On fera jamais deux fois la même expérience ici, et on va toujours essayer d'aller sur des terrains. Là, on travaille sur un projet futur où c'est encore une innovation technologique qui n'existe pas au monde. Donc on a cette envie, on a aujourd'hui aussi cette capacité, avec les ressources qu'on a sur le parc, de mener des projets d'envergure très technologiques pour justement surprendre encore nos visiteurs. Super. Merci beaucoup Olivier Herral d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Avec plaisir, à bientôt et bon courage pour l'expédition. Terminé. Vous êtes prêts ? Allons-y. Agent Morel, vous me recevez ? 5 sur 5, mission Atlas. Nous partons en expédition. Coordonnées GPS transmises pour atteindre le point d'expédition. Très bien. Nous allons dans la bonne direction pour atteindre cette soi-disant faille. L'ambiance commence à devenir étrange. Cachez-vous dans la brume. Il y en a par bâbord. Activez le radar pour détecter toute anomalie. Reçu. Changement de cap. On fait un léger détour. Ça devient de plus en plus inquiétant comme endroit. Attention, nombreux signaux détectés droit devant. Le courant semble soudain s'intensifier. Ce n'est pas naturel. Oui, et j'ai l'impression que nous n'avons pas le choix. Il va falloir emprunter ce chemin. Accrochez-vous! Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. Une attaque d'avion à tribord. C'est le TBF Avenger. Échoué en 1900. Attention, un arbre s'écroule. On a eu chaud. Les éléments se déchaînent ou quoi? Perturbation magnétique détectée. Ah oui, tout s'explique. Ok, ça semble s'être calmé. La brume aussi. Mais... attendez. On approche une structure. Une sorte de caverne? Ce n'est pas une caverne naturelle. C'est un bunker? Mais qui l'aurait créé? Impossible de le savoir. Restez sur vos gardes. Scan photogrammétrique activé. On accoste. Il y a des plans de machines sur les murs. Non, ça y est. Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Le bunker. Il a été créé pour installer une machine. Elle est juste là. Une machine qui profite des perturbations magnétiques afin d'ouvrir une faille temporelle. C'est un centre d'expérience scientifique secret. Mission Atlas. Ne restez pas là, ça semble très risqué. Nous avons récolté assez d'informations. Non, la machine se met en marche. Fuyez! Vite, dans le bateau. Non. Benjamin? Mission Atlas, vous me recevez? Benjamin? Vous me recevez? Mission Atlas. Vous me recevez? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode consacré à Mission Bermude. N'hésitez pas à aimer, partager celui-ci s'il vous a plu et à vous abonner au podcast sur Instagram ou encore la plateforme de votre choix. À la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'attraction. Fin de transmission.